Condamner le prince héritier saoudien. Ne rigolez pas, non, ça ne va pas arriver. Les chefs d'État des 20 pays les plus puissants du monde vont se réunir en Arabie Saoudite pour tenir un sommet, en hommage à la sagesse du roi d'Arabie. C'est ce qu'on appelle les servitudes de la carbone diplomatie. Le pétrole a perverti beaucoup de monde. De la même manière qu'Israël est une puissance atomique, mais elle ne peut pas utiliser sa bombe atomique. On raconte des histoires quand on vous dit « Elle ne peut pas utiliser la bombe atomique ». L'exiguïté du territoire est telle qu'elle lance sa bombe atomique, ça ne va pas faire l'effet de Tchernobyl, il ne va pas s'arrêter au-dessus de l'espace aérien israélien. Ça va retomber aussi sur Israël. Donc, elle va aussi se suicider elle-même. Il n'y a pas qu'en France où le nuage atomique s'arrête à la frontière de la France. Là-bas, il va aller chez... Donc, ils ne peuvent pas. De la même manière, l'Arabie Saoudite a une puissance financière, un gisement pétrolier considérable, mais elle est paralysée. Elle a une tétanie de l'Amérique parce qu'elle a peur, mais le problème avec l'Arabie Saoudite, c'est que les réserves américaines sont plus importantes que l'Arabie Saoudite. Elle exploite, elle se paye sur le dos de la bête, l'Amérique. Elle préfère utiliser les réserves stratégiques saoudiennes parce qu'un jour elles vont s'épuiser. Elle garde les siennes. Avec le développement de gaz de schiste, l'Amérique, dans 10 ans, va avoir beaucoup plus que la totalité des pays de l'OPEP. Elle aura des réserves énergétiques que la totalité des pays de l'OPEP. Elle pourra casser les prix saoudiens, elle va leur faire casser le caquet, et en ce moment-là, on verra comment l'Arabie Saoudite, qui a détruit le monde arabe, et qui avait instrumentalisé l'islam pour des raisons politiques, va payer amèrement et chèrement cette opération-là, surtout d'avoir attisé la guerre religieuse entre les chiites et les sunnites, alors que dans cette catégorie, c'est ni les chiites ni les sunnites. C'est un problème de foi, de croyance, de rapport à Dieu. C'est une option individuelle, la religion, une fois, mais la religion, c'est un problème politique d'organisation de la communauté. D'avoir attisé ça, alors que le clivage, ça ne doit pas être entre chiites ou sunnites, chrétiens ou musulmans dans le monde arabe, ou kabyles ou arabes, ou alaouites, non. La seule critère, la seule ligne de démarcation valable, c'est celle qui distingue les vertébrés des reptiles et dans le langage français, des larbins des arabes. En arabe, on dit al-gharben ou al-arab. Al-gharben, les larbins, al-arab, les arabes. Ou on est larbin, ou on est arabe. C'est ça le clivage, des vertébrés ou des reptiles. Wassalamu alaikum. Je peux boire. J'ai tout dit, j'ai plus rien à dire. J'aurai des révélations un jour, si l'occasion m'est donnée. J'ai des documents en possession sur la transaction du siècle. C'est une fumisterie absolue. Un vol intellectuel. On en parlera si l'occasion tombe. Attendez, je rafraîchis ma gorge. Ouais, en attendant, peut-être, en tout cas, merci pour l'intervention, René. Ben, on avait prévu, il y avait les cloches qui ont sonné, je pensais que tu allais t'arrêter quand les cloches, non, mais c'était très bien. C'était comme Je sais pas, c'était bien. Quand on aime, on compte pas. Et, on n'a pas besoin de questions là. Voilà, l'idée c'est, ouais, voilà, non, mais quand même d'avoir un échange avec vous et s'il y a diverses questions. Tu me fumes en train de boire là. T'as pas honte? Voilà, et on le fait. On peut le faire, voilà, du tac au tac. Pardonnez-moi, j'ai été très rapide, mais j'ai voulu faire un survol. Là, vous avez eu 30 ans, 40 ans de tranche historique. Hein. Et des informations inaudites. Les 280 millions de dollars investis dans l'industrie pétrolière, la bourse de Londres qu'on va acheter en réplique aux troubles de Hong Kong. Rien n'est innocent dans la vie. Et si vous voulez que je vous parle de l'Afghanistan un peu, c'est une mascarade absolue. On a fait la guerre à l'Afghanistan, aux talibans. Les talibans étaient les alliés des Amériques dans la guerre contre la Russie. Ils ont pris le pouvoir en Afghanistan. L'Amérique leur dit non, vous avez pris le pouvoir, mais on va faire un arrangement. Vous prenez tout le gouvernement, mais on veut le ministère du pétrole, les ministères des infrastructures, c'est-à-dire parce qu'ils voulaient mettre un oléoduc et machin entre l'Inde, le Pakistan, et c'est tout. On vous donne 15 jours, jusqu'au 15 septembre pour accepter, sinon on va vous faire de la retaliation.
retaliation, des représailles. Eux, c'est très simple. Si vous observez l'histoire de la guerre d'Afghanistan, le 9 septembre, les talibans envoient une équipe de journalistes belges de Molenbeek à Massoud. Des musulmans de Molenbeek, habitant en Belgique, il envoie, on est à la télévision belge, on envoie une interview à Massoud. Il arrive, il s'installe, il fait son plus beau atout, paf, il est mort le 9 septembre, Massoud. Massoud, sachez-le, il est aimé et connu qu'en France. C'était un agent de la DGSE. En Amérique, il n'est même pas connu. Il a été recruté au lycée français de Kaboul. C'est pour ça qu'il est important en France, mais c'est rien. Et alors qu'il voulait la charia, couper la main, lapider les adultères, décapiter, voiler, ce monsieur-là, BHL l'appelait un combattant de la liberté. Donc, on a fait la guerre, ils n'ont pas voulu, on a fait le 11 septembre, on a démoli l'Afghanistan pour la guerre contre le terrorisme, parce que c'était le point focal de la coopération entre les Saoudiens et les Américains contre les Soviétiques en Afghanistan. La guerre est passée, la culture de l'opium, ils ont reconquis le territoire, ils ont fait... on arrive à des négociations. Ça fait 1 an qu'ils négocient à Doha. Qui est le négociateur américain? Il s'appelle Zalmal Khalilzadeh. C'est un Afghan naturalisé américain. C'est vrai? C'est un Afghan qui négocie avec... Bon, c'est bien sûr qu'il est américain, mais pensez bien que moi, même moi, je suis né dans un territoire français, j'ai une nationalité française, et chaque fois on dira, le journaliste libano-franquais ou franco... Mais, ah d'accord, ok. C'est un Afghan qui négocie avec les Afghans. Ils ont négocié avec qui? Avec les talibans, qui étaient les alliés de l'Amérique, qui se sont combattus avec les Américains et qui renégocient à la demande des Américains, alors que l'Amérique ne négocie jamais avec les terroristes. Là, elle négocie avec les talibans, parce qu'ils ont souffert. Qui est contre la négociation? Le président afghan, qui est un binational afghan et américain. C'est une histoire de fou. Lui, il a été mis au pouvoir par les Américains. Et il dit aux Américains, je ne veux pas que tu négocies avec les... Mais toi aussi, tu es un fantoche des Américains. Tu es de nationalité américaine. On t'a mis au pouvoir. Un Américain négocie avec les Afghans, avec des Afghans qui étaient les amis des Américains. Le problème, pourquoi ça a capoté? Donald Trump est à 1 an des élections. Sachez-le, tout ce qu'il fait maintenant, il a raté avec l'Iran. Maintenant, il reprend sur le Venezuela. Il y a 2 jours, il a dit... Je n'ai pas renoncé au Venezuela parce qu'il faut qu'il ait un succès. Ça a capoté avec l'Afghanistan pour une... D'abord, le Pakistan n'a pas bougé. L'Amérique lui dit, fait pression sur les talibans, qu'ils acceptent, on peut rester, qu'on ait 10 000 soldats avec nous. 10 000 soldats américains en Afghanistan. Les Américains disent, les Afghans disent 10 000 soldats. Donc vous avez l'espionnage, les machins, vous allez saboter, c'est pas. Il n'y en aura pas. Ils voulaient un autre engagement, les Américains. Les Américains veulent un engagement des talibans. Vous savez quoi? Que les talibans, je souris mais je suis sérieux, hein, ils voulaient que les talibans s'engagent sur l'honneur de ne jamais tolérer un mouvement intégriste, mais ils sont intégristes sur leur territoire. Ils sont les alliés de Daesh, ils sont les alliés de Al-Qaïda. Et ensuite, il leur dit, vous allez négocier, vous réconcilier avec Gilani, le président, qui est un homme, une fantoche des Américains, qui n'a aucun soldat, aucun truc. Les talibans, ils ont dit, mais pourquoi faire? Déjà, on leur a infligé des pertes considérables. Il y a 3 000 soldats américains sont morts, 80 000 soldats afghans morts, sans parler des Anglais. Et pourquoi veux-tu qu'on négocie? Et en plus, ils nous supplient de négocier, c'est pas nous. Et ils supplient le Pakistan. Donc, à un moment donné, pour le dire, tu exagères avec ça. On ne veut pas négocier avec Gilani. On prend le pouvoir et on le laisse partir en Amérique, mais ils ont fait un attentat devant l'ambassade des États-Unis. C'est pour vous dire, malgré les 8 000 soldats américains qui sont en Afghanistan, ils n'ont pas fait un attentat dans un champ de pavots, non, devant l'ambassade des États-Unis. Ils ont augmenté la production de pavots. Et maintenant, une des grandes sources de revenus des talibans, c'est la culture du pavot qu'ils exportent aux États-Unis. C'est une histoire de fou. Mais si vous parlez comme ça, vous serez rayé de toutes les chaînes de télé et on va vous assécher ce que vous creviez de moi. Donc, vous devez prendre vos aises pour assumer les conséquences de vos paroles. On en est arrivé à ça. Donc, monsieur Trump
voulait les réunir le 11 septembre, parce que c'est la date symbolique du 11 septembre, à Camp David. Camp David, c'est un lieu hautement symbolique de la paix. C'est là que Sadat et Begin ont fait leur traité de paix. Bon. Donc, il est arrivé là, qu'il y avait un traité de paix, Amérique et Taliban. Taliban à Camp David. Ceux qu'on poursuivait on a fait une guerre de 10 ans ou de 15 ans contre eux. Ils étaient à Camp David avec leur turban. Et on va laisser faire une photo de famille. Donc il aurait dit, voilà, j'ai promis de faire rentrer mes troupes d'Amérique, c'est ma promesse. Je vais les faire rentrer de Syrie. Et je fais la paix. Et voilà, donc Camp David, c'était le début de sa campagne électorale. On est arrivé à ça, donc ça n'a pas marché, ça a capoté. D'où il en a voulu à Bolton et c'est parti comme ça. Ça, c'est l'histoire des talibans. Vous avez compris, tous sont américains. Hein. Tous sont américains. Sauf Trump, il n'a pas la binationalité. Il y a une autre histoire que je dois vous raconter. Ils n'ont pas besoin de poser des questions, René. Mais le temps qu'il aurait fait... Ouais, non, ils ont peut-être des questions. Sur la Chine, vous disiez 280 milliards de dollars investis en Iran. Oui. Quel autre dessin chinois ou comment vous voyez le dessin chinois sur l'ensemble du Moyen-Orient et le rapport avec Ça mérite un colloque, hein, mais je vais vous le dire. Depuis la guerre d'Afghanistan, Bush n'a jamais voulu faire appel à l'impôt, donc il a utilisé les bons du Trésor, la planche à billets. Et la Chine a acheté des bons de Trésor de plus en plus. Et chaque année, il y a 4-5 ans, jusqu'à 4-5 ans, l'Amérique payait 50 milliards de dollars par an d'intérêts, pas de remboursement. Le capital est toujours non entamé. La Chine, plutôt que d'utiliser des djembés, des mallettes, des cigares, des frais de bouche, l'argent américain, elle l'a réinvesti en Afrique. De sorte que la Chine en Afrique est la première puissance économique à égalité avec les États-Unis. En 15 ans, la Chine a supplanté les deux puissances coloniales qui ont dominé l'Afrique pendant 6 siècles, la France et le Royaume-Uni. La Chine a utilisé l'argent américain qu'elle dépensait pour combattre les alliés talibans, parce qu'il faut aussi être rationnel dans ces... pour contourner l'Europe par l'Afrique. Première puissance, mais entre-temps, l'Algérie est devenue le navire amiral de la flotte chinoise en Afrique. C'est la plateforme majeure. L'Algérie, le plus grand pays d'Afrique, la plus puissante armée d'Afrique, en frontière avec 6 pays, c'est la place forte de la Chine en rive sud de la Méditerranée. Et même pour votre information et pour la douleur nationale, l'ancienne base militaire française navale de Mers el-Kébir va servir de point d'ancrage pour les facilités de la flotte chinoise dont je vous parlais en début lorsqu'ils traversent la Méditerranée, ils vont se faire reposer à Mers el-Kébir. C'est de beaux souvenirs pour les Français. Mais c'est pas tout, la Chine. À l'extrémité de Alger, il y a le port du Pirée. Les eurocrates d'Europe ont voulu mettre en faillite la Grèce. Elle a dû payer ses endettements. Et lorsqu'elle a demandé des aides de la Banque mondiale, alors qu'il y a une solidarité européenne, on aurait pu... Tout le monde lui prêtait à des taux très élevés, à 20% à la Grèce. La Grèce, fondatrice de l'Europe, de la démocratie en Europe, on lui prêtait de l'argent à 20%. La Chine lui a dit, c'est des ânes, qu'est-ce que tu veux? Il dit, j'ai besoin d'argent. Combien? 50 milliards. Je te donne 50 milliards. Les 50 milliards des Américains, au lieu de les donner en Afrique, ils ont loué le port du Pirée pour 19 ans. Un bail amphithéotique. Donc vous avez Alger et Pirée, la ligne médiane de la Méditerranée, celle où il traverse 10 bateaux par jour. Elle est deux places fortes chinoises de reconquête de l'Europe. La plateforme de Pirée, toute la production chinoise de textiles, des pulls, des piles, tout ce que vous voulez chinois est là. Il vient en Europe à 1 heure de vol. On ne va pas de Pékin à Nankin, là, direct. Entre-temps,
il y a eu la guerre de Syrie. Je ne vous connaissais pas plutôt, sinon je vous aurais envoyé le papier. Il y a eu la guerre de Syrie. Il y avait une petite base russe qui était là, mais la Russie, la Syrie et l'Algérie sont les deux seuls pays du monde arabe qui sont toujours fidèles à leurs amitiés internationales. Ils n'ont pas changé, ils n'ont pas trahi. De sorte que maintenant en Algérie, la déstabilisation ne marche pas parce que la Russie est présente. Elle ne marchera pas. En 90, elle était en plein effondrement, donc ça s'est passé. En Syrie, il y avait Assad qui était contourné, mais lui, il a toujours été fidèle. L'Irak a trahi, l'Égypte a trahi, la Somalie a basculé. La Libye a frotté avec l'Amérique, elle a filé tout le pont de sa coopération nucléaire aux Anglais pour échapper au bombardement en 2003. On l'a tué en 2011. La Syrie a toujours été fidèle avec l'Algérie. La Syrie et l'Algérie, n'en déplaise aux uns aux autres, ce sont les deux pays arabes, avec le Liban, grâce au Hezbollah, qui ont une politique étrangère qui préserve les intérêts à long terme du monde arabe. C'est cette Syrie-là qui a été expulsée de la Ligue arabe. Par qui? Par 20 pays, dont la composition, parce qu'il y a un déficit structurel dans le monde arabe. Il y a 8 monarchies dans le monde arabe, tout le Golfe, plus la Jordanie et le Maroc. Et chacun sait que la Jordanie et le Maroc sont les alliés souterrains d'Israël. Ça vous fait 8 pays. Chacun a une base militaire américaine, anglaise ou française. Plus Djibouti, qui n'a jamais mené de guerre de libération, qui a 3 bases étrangères sur lui. Lui, il a voté l'expulsion de la Syrie, qui a mené 4 guerres contre Israël. C'est pour dire l'aberration mentale. Et les Comores, le grand génie militaire de tous les temps, qui a libéré une quarantaine de territoires du territoire français. Les Comores et Djibouti, plus les 8 monarchies, ça nous fait 10. Ils ont la majorité. Il y a une majorité de blocage conservatrice, rétrograde, répressive du monde arabe sur l'ensemble du fonctionnement du monde arabe. C'est eux qui ont donné leur feu vert à l'invasion de l'Irak, chapeau. C'est eux qui ont donné leur feu vert à la destruction de la Libye. À chaque fois, Fabius disait, mais c'est un vote démocratique. Il faut décortiquer ce vote. Et c'est eux qui ont voté l'expulsion de la Syrie. Sachez, lorsque l'Algérie s'est opposée à l'expulsion de la Syrie, il leur a dit quand même, il a mené 4 guerres. L'émir du Qatar, qui est protégé par une très grande base militaire américaine, mais qui est indépendant, lui a dit, si tu continues comme ça l'année prochaine, ce sera ton tour d'être expulsé. Il dit ça à l'Algérie, qui a mené une guerre d'indépendance victorieuse contre son colonisateur, qui a mené une guerre d'indépendance contre le terrorisme, et le Qatar, qui a une grosse base américaine, il veut l'expulser. On en est à cette situation-là. Et le Yémen. Et le Yémen, bien sûr. Le Yémen, il lui donne une raclée. On est arrivé à cette situation. Il y a un déficit structurel dans le monde arabe. Le monde arabe ne pourra qu'il faut rééquilibrer. Donc, les droits de vote, ce n'est pas nominal. C'est quoi le cas? Le Djibouti, voter, décider l'invasion. Mais tu es envahi toi-même. Vous savez, le Djibouti vit du cadre d'exportation de nos fourrisons. Il y a ça, il a les bases. Il vend les bases, la location des bases lui rapporte son budget. C'est quoi? C'est de la prostitution politique. Donc, on est arrivé avec la Chine. Il y a eu la guerre de Syrie. Là, la Russie a voulu répondre à devoir de l'amitié. C'est un message d'abord. Ils sont arrivés. Non seulement ils ont agrandi la base de Tartous, la base navale. À un moment donné, il y avait un porte-avions russe déployé en Méditerranée face au porte-avions américain. Et pour la première fois depuis l'empire des tsars, 2 siècles, 3 siècles, il y a une base militaire russe en Syrie. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait jamais une base militaire russe en Méditerranée. Alors, qu'est-ce qu'on a? La base militaire russe de Hmaïmin, près de Homs, la base navale de Tartous, russe, les facilités militaires à Mers el-Kébir pour les Russes et les Chinois, la traversée chronique de la mer Méditerranée qui est devenue, plus en plus, l'académie de Tcherchel en Algérie va être un point d'ancrage pour former des cadres de l'armée chinoise, enfin, où l'armée chinoise va entraîner des soldats de des armées africaines. Donc vous avez déjà plus la Pirée, plus l'Algérie et tout ça. Mais pire que ça, il y a un fait qui vous a échappé, parce que ce n'est pas dans votre intérêt d'être au courant de tout. L'ignorance ne s'apprend pas. Vous voulez rompre votre ignorance, vous devez gratter un peu. Vous avez entendu parler des Ouïghours? C'est des musulmans de Chine.
Omar dit ah, on est persécuté, les musulmans. Ok, moi je suis contre les persécutions. Les musulmans sont persécutés en Birmanie, c'est vrai. Les musulmans sont persécutés aux Philippines, c'est vrai. Il y a le Cachemire qui a été conquis par la... En Palestine. Attends, ça c'est autre chose. On ne mélange pas. On parle de la Chine. Pourquoi on a inventé le Cachemire, l'Inde l'a envahi, on n'a pas bougé. Pourquoi on n'a pas... On a envahi le Cachemire, un pays, sous mandat condominium, et pourquoi ça n'a pas fait? Parce que les gens te disent, mais ça, les musulmans, ils ont bombardé les Bouddhas de Bamiyan. Le meilleur allié en Asie du monde arabe, qui était l'Inde, avec Nasser, la tricontinent et tout, est devenu le meilleur allié d'Israël. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont des... On s'en fout. Il y a 7 milliards de personnes dans le monde. Tout le monde ne peut pas être musulman, sunnite, arabe. On peut être gros, grand, on peut être athée, on peut être agnostique, on peut être religieux, tout le monde ne peut pas. On peut être gros, on peut être gras, on peut être homme, on peut être femme. On a détruit, donc ça a permis. Et pourquoi il y a des persécutions en Philippines? Parce que Daesh, c'est une mine divine, ce Daesh. Il a dit qu'on va s'implanter, maintenant qu'on a fermé l'affaire de l'Irak et tout ça, on va se déployer vers l'Asie. Et il a cité les noms. Il y a une minorité musulmane en Philippines, à Mindanao, il veut s'implanter là-bas. Le gouvernement de Manille serre les vis. En Birmanie, il serre les vis, il ne va pas laisser les gens, je vais faire des attentats. C'est vrai que des musulmans sont persécutés. Mais il y a aussi des responsabilités indirectes d'autres décideurs. Tu ne peux pas faire n'importe quoi. Ton rapport de force, tu peux le construire progressivement. De quel droit tu dis je vais installer et tu mets en sécurité et en péril? C'est ce qui s'est passé avec les Ouïghours. Les Ouïghours ont envoyé 10 000 combattants pour libérer la Palestine. Les Ouïghours, non je blague. Les Ouïghours ont envoyé 10 000 combattants pour combattre en Syrie. Jamais la Palestine. Al-Qaïda, depuis 1979, la première fois qu'ils ont parlé de la Palestine indirectement d'Israël, ça a été ce 11 septembre 2019. Pour la première fois depuis 40 ans. À l'occasion du 18e anniversaire, ils ont appelé leurs djihadistes à frapper Israël. Ils n'ont pas dit aider les Palestiniens, ils ont dit frapper Israël. Or, et je suis témoin, j'étais témoin, durant le siège de Beyrouth en 1982, il y avait des raids de l'aviation israélienne avec des bombes à fragmentation, des bombes à implosion, l'artillerie navale. On avait tenu 65 jours dans ces bombes. On était assiégés. Des côtés, les phalangistes et là. On était assiégés, j'étais journaliste. La seule arme que j'ai tenue dans ma vie, c'est l'allemand, la rame de rasoir et ma plume. Mais on était assiégés. Et je me rappelle toujours, je me dis, c'est quelque chose d'aberration. Vers le 19 août, je me rappelle très bien, il y a un communiqué de la victoire qui tombe d'Osama Ben Laden. On a démoli une colonne de chars soviétiques. Je dis, il est malade celui-là. Les armes de l'OLP sont de l'Union soviétique. La Syrie qui nous ravitaille malgré le siège israélien sont soviétiques. Tout le monde a des armes soviétiques et tu nous emmerdes. Et il n'a même pas dit, les Palestiniens assiégés, je suis solidaire. Il n'a jamais dit ça. Vous lisez toute la littérature de Daesh et de Al-Qaïda pour la guerre de Syrie, tout ça. Jamais un mot Palestine. Il y a 2 jours, là, le 11, Ayman Zawahiri, Bimouna Sabadban, je ne vais pas vous parler arabe parce que vous n'êtes pas bilingue, vous le saurez un jour j'espère. Et il dit qu'il faut combattre Israël. 20 ans après avoir détruit la Libye, la Syrie, le Yémen, le Soudan, tu veux combattre Allah alors que tu as déchiré tout le monde arabe. C'est pour vous dire. Donc, les Ouïghours musulmans pieux qui sont persécutés, je dois vous le dire parce que le papier est déjà programmé pour l'année prochaine. Attendez, il y avait, vous savez, où sont les Hamas, les partisans de Hamas? Hamas, durant la guerre de Syrie, a envoyé 14 000 combattants. Non pas tant pour libérer la Palestine, mais pour détruire le... Bon, passons. On les a remontés les bretelles, maintenant ils sont corrects. Les Kirghiz, vous savez où sont les Kirghiz? En Kirghizie, là, Asie. 12 000 combattants pour détruire, pour aider, pour tirer un pétard en faveur de la Palestine, non, détruire la Syrie. Et les Ouïghours, ils ont combattu 10 000 personnes en Syrie. Mais après la bataille dernièrement, avant la défaite de Khan Sheikhoun, en juin, j'ai sorti le papier, je crois, en juin ou en mai.
il y a une fatwa, vous savez, une jurisprudence. Un type, il dit, on doit articuler, il a appris les termes du marxisme sans bien maîtriser, on doit articuler la lutte contre l'ennemi extérieur avec l'ennemi intérieur, l'ennemi lointain avec l'ennemi proche. On a maintenant terminé notre mission en Syrie, on doit se redéployer, parce que ça c'était la stratégie américaine et turque avant qu'ils se bagarrent, on va se redéployer vers de nouveaux champs et porter notre guerre contre Israël. Non, vous rigolez. Contre les bouddhistes. Allahu Akbar. Les bouddhistes, c'est la Chine, 1,7 milliard et l'Inde, 1,5 milliard. Ça fait 3,2 milliards de personnes. Et les Ouïghours, 15 millions, 20 millions, veulent mener une guerre de libération contre. Ah, naturellement, les Chinois, à vue de cette jurisprudence, ont envoyé pour la première fois 5000 combattants chinois. C'est un patent pour combattre, pour s'occuper des transmissions, des communications. Ils ont décrypté toutes les communications des Ouïghours parce qu'ils parlent comme eux. Et ils ont, naturellement investi 500 millions de dollars pour favoriser l'infrastructure, la route Alep-Damas, pour pouvoir acheminer des aides et des matériels. Et c'est comme ça que les Ouïghours, après avoir libéré la Syrie, veulent libérer la Chine et l'Inde. Et après, on te dit, mais quand vous voyez tous ces événements dans le monde, il y a une aberration mentale quelque part. Il est dangereux d'instrumentaliser la religion. La religion est un poids intérieur, mais à partir du moment où vous allez l'instrumentaliser dans des contenus, ça se retombe non seulement sur vous, mais sur la cause de vos coreligionnaires qui pratiquent leur religion en toute sérénité. Donc c'est pour ça qu'il y a la Chine. Elle a installé, et donc pour arriver à la conclusion, elle a Alger, Churchill, Marcel Kébir, le Pirée, et comme on a dit que la Russie a agrandi la base navale de Tartous, il y a 2 quais pour la marine militaire chinoise, alors que la Chine n'a jamais été présente dans la Méditerranée militairement depuis l'Empire des Milieux, depuis 6000 ans. Merci Hugo. Je peux poser une question. Il y a une question qui est d'actualité et qui est extrêmement importante dans le monde arabe, c'est le Yémen. L'attitude d'Abu Dhabi notamment, qui cherche à scinder le Yémen en 2. Le Yémen du Sud et le Yémen du Nord. Donc actuellement, ils ont employé des mercenaires qui sont en train de gérer la situation, qui sont en train d'emprisonner tous les gens qui étaient provisoires à Aden, reconnu officiellement par les Nations Unies. Et donc, Mansour Hadi, il n'arrive pas même à regagner Aden parce que les Émiratis sont en train d'employer toutes leurs forces contre ce qui était constitutionnel. Comment est-ce possible qu'ils s'arrêtent d'arrêter ce massacre au sein du Yémen du Sud? Car le Yémen du Sud, surtout l'Est, le Hadramaut, est très riche en pétrole. Et ça, c'était certainement l'objet principal. Ce n'est pas parce qu'ils ont besoin de terrain. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce possible Le plus grand bien de votre question. Monsieur, j'ai traité abondamment ce sujet dans un papier qui s'appelle « Le prurit belligène des 2 princes héritiers du Golfe ». Je vais vous le résumer. On a voulu tuer le Houthis parce que c'est des sectes minoritaires qui réclamaient leurs droits. Vous savez, en Arabie Saoudite, la terre de l'islam, de la prophétie et tout ça, il y a une discrimination au niveau religieux. Les chiites n'ont pas droit à des postes de commandant dans l'armée, à part lieutenant, exactement aussi là-bas. Donc ils n'ont pas accès aux grands emplois publics ni rien. Il y a eu cette revendication sur cette guerre. Abu Dhabi, et surtout Abu Dhabi, c'est la tête pensante, est un pays d'une exiguïté territoriale patente. Ça fait 10 km², pas plus. Maintenant, avec ses expansions, ça fait 50 km². Il doit compenser sa petitesse par un empire maritime. Il veut contrôler. Il a le port de Dubaï, d'Abu Dhabi, Sharjah. À Djibouti, il veut avoir un point d'ancrage, en Somalie et Aden. Il veut Aden et, à travers Aden, il veut Socotra, la grande île de l'océan Indien. Donc il veut ça.
Lorsque pendant 5 ans on a fait une guerre contre des va-nu-pieds, on n'a pas réussi, il t'a dit quitte à quitte. Il y a une pression américaine à la paix du G20 pour que je fasse une négociation avec les Yéménites. Je vais faire une négociation avec les Yéménites à partir d'un rapport de force. Je casse le Yémen en deux, je conquiers le sud du Yémen, j'ai la base d'Aden qui contrôle le golfe d'Aden, c'était le protectorat britannique d'Aden, et ce contrat, et je m'en fous du reste. Donc ils veulent ça. L'Arabie Saoudite dit ça, le Yémen, historiquement, pour l'islam, c'est le pays qui se trouve à la droite de la Mecque. Yaman, Yamin, la droite de la Mecque, étymologiquement. Et dans le récit arabe de la prophétie musulmane, pardonnez-moi, il y a 2 catégories d'arabes. Al-Arab ou Al-Mustaribin en arabe. Les arabes et les arabisés. Les Yéménites sont des arabes purs. Il y a les arabes et les arabins, ça c'est autre chose. C'est politique. Mais là, au niveau de la... Ils ne sont pas mélangés. À Abu Dhabi, il y a la moitié de la population est mélangée avec des Indiens, Pakistanais, ils ont un peu le... Là, non, c'est pur. Et c'est une langue très pure et les plus anciens de la civilisation. Quand vous parlez en arabe avec le Yémen, c'est comme vous le parlez avec un Syrien de Damas, c'est d'une grande beauté. Je regrette pour ceux qui... Donc on en est à cette situation-là. Et là, il y a une très forte pression. L'Amérique a engagé des négociations avec les Houthis au sultanat d'Oman. À l'insu des Saoudiens, il te dit, merde, on est volaqué, on fait toute votre politique, et vous négociez dans notre dos, un peu comme avec les talibans là-bas. Mais là, les Houthis sont des authentiques patriotes. On leur dit, il faut cesser votre collaboration avec l'Iran. Il n'y a pas de collaboration. Vous savez ce qui se passe? Les Houthis ont envoyé des gens chez le Hezbollah il y a 1 an. On les a rodés à des techniques. On leur a appris à faire des missiles avec des charges, exactement comme le Hamas. Mais le Hamas est un imbécile, il a été utilisé contre le Hezbollah à Damas. Et les Hezbollah lui a balancé des pneus. Et ils l'ont étranglé dans des... Bon, c'est une autre bataille. Et donc c'est ça. On en est à cette bataille-là. Le Yémen, l'Arabie Saoudite ne peut pas sortir vaincu de l'Arabie Saoudite. Ce serait un désaveu politique absolu. Et là, le G20 qui se tient 1 an après le massacre de Khashoggi. Donc elle doit se réhabiliter. Elle est disposée à faire des concessions aux Américains, des concessions de pure forme, pour faire un statu quo comme ça, mais où elle ne perd pas la face. L'Abu Dhabi, non. La division des Yémen, est-ce possible? Retour au passé. Les Houthis, ils réclament les 3 régions annexées par l'Arabie Saoudite, Jizan, Najran, le Asir. Et donc, ça va être un peu plus difficile et qu'il ne suffira pas des négociations formelles. Les Houthis veulent bien des négociations, mais aller sur le fond du contentieux, récupérer les territoires spoliés et volés par les Saoudiens et récupérer leurs droits nationaux et aussi leurs droits civiques, les droits de coutumiers. Un chiite a droit, la femme a droit autant que l'homme dans l'héritage. Il ne veut pas des...